Ben, c'est une réaction très positive, parce que le bilan qui est fait doit être apprécié par rapport au contexte dans lequel il est arrivé président de la République. Il faut d'abord se situer à ce niveau-là. Et lorsqu'on regarde ce qui se passait avant lui, avant son accession, et on regarde aujourd'hui, ou plutôt à cette époque, il a fait ce qu'on peut dire, les libertés publiques, il les a apportées, l'état de droit, c'est très important, et la séparation des pouvoirs, la démocratie, bref, il a révolutionné la République au regard, je dis bien, de ce qui se passait avant. Et ça, c'est très important. Parce que pour mieux saisir le fond de cette pensée, il faut resituer dans un contexte bien précis. Alors je pose la question que les Camerounais aiment à la poser. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Ce qu'il y avait avant, c'était la dictature. Chacun le sait. Les libertés n'étaient pas la chose la plus courante dans notre pays. Et le système de gouvernement était un système de concentration des pouvoirs. C'était un système de maintien de l'autorité suprême. Bref, il n'y avait pas de liberté, il n'y avait pas de démocratie, il n'y avait pas de séparation de l'état de droit. Et lorsqu'on voit son arrivée en 1982, dès qu'il est arrivé, on a vu un mouvement qui s'est développé dans le sens de l'amélioration de la condition du pays. Alors, démocratie, liberté, état de droit, démocratie, c'est ce qu'il a apporté et cela restera dans l'histoire de notre pays. Parce qu'il ne faudra pas, personne ne peut arriver après lui pour dire qu'il a apporté ces éléments, puisque ces éléments datent de cette période-là. Yeah, Professor Njoya, you're familiar with the president's policies up to that time and what he has done up to now. What struck you very much in that excerpt of that speech? Oui, à l'écoute de la parole présidentielle, je pourrais subsumer sa pensée sous deux métaphores. La première, c'est que c'était un excellent pédagogue. La seconde, c'est que c'était un excellent alpiniste qui, bravant les épreuves de l'ascension, a toujours eu les yeux rivés sur le pic du massif. Et à le suivre, on se rend à l'évidence qu'il a fixé les azimuts depuis 1982 en initiant les Camerounais à la démocratie au sein du parti unique, puisqu'en 87-88, nous avons des élections présidentielles qui ont fondamentalement, n'est-ce pas, changé la donne avec un remplacement numérique après les élections qui témoignait effectivement d'une compétition. Et continuellement, bien évidemment, avec l'avènement, n'est-ce pas, du pluralisme, cette pédagogie s'est implémentée dans la mesure où le président est allé progressivement en adoptant une approche étapiste, en mettant en place toutes les institutions démocratiques. Et dans son projet, il a toujours progressivement remplacé les chaînons manquants. C'est-à-dire que les trois pouvoirs sont mis en place, mais il a également complété ces trois pouvoirs, par exemple par le Sénat, qui était tout à fait manquant, mais également par une plus grande décentralisation des institutions. Nous en avons une illustration ici. Absolument. Madame conseillère régionale à Douala. Absolument. Vous avez la parole, si vous... Oui, effectivement, dans cette perspective, on peut dire qu'il a changé le paradigme de la gestion de l'État. Le professeur Rondois a parlé tout à l'heure d'un système très concentré
c'est-à-dire très proche du modèle weberien, où tout parle du sommet. Mais de toute évidence, avec l'ensemble des mutations qui ont suivi, on se rend compte que le pouvoir, l'État, il y a un desserrement, n'est-ce pas, de l'étau de l'État, pour le plus grand profit des collectivités décentralisées. Pour lancer le débat, permettez que j'achète cette question auprès du chef de l'État lui-même. Quelle est, en effet, la liberté d'un homme qui ne mange pas à sa faim? Je vous pose la question. État de droit, liberté d'association, liberté de presse, séparation des pouvoirs. Mais lui-même s'interroge. Quelle est la liberté d'un homme qui ne mange pas à sa faim? That is very remarkable because an empty stomach can never be a happy man, no matter what you present. You're An empty dangerous. stomach becomes very dangerous even to himself. So President Paul Biya decided that in as much as we're organizing, opening the society, bringing in the liberties that have just been described, the economic part of it is also very important. That is why if you notice now in Cameroon, everybody eats. It's very difficult to find people who are hungry. Very difficult. Everybody, you go to every home now, you might find at least you have a meal a day, whatever. And it's not like before where you go to visit somebody, he hides his food under the table. These days, everything is open, and you can easily you feel free because of that economic freedom. Because they make sure that the politics is going with the economy so that nobody should be hungry because a hungry man is an angry man. Ventre affamé n'a point d'oreille, professeur Ondoa. On le disait à l'école. C'est ce que l'on disait, c'est vrai, et la question qui est posée ici est pertinente. Et en fait, elle permet d'établir un lien entre la liberté, la démocratie, ainsi de suite, et d'un côté, pardon, et de l'autre, le développement économique. Et le président dit que cette partie, le développement économique, le progrès économique, cette partie de notre projet de société s'est avérée la plus difficile à réaliser. Je n'ai jamais vu un homme politique d'une telle honnêteté intellectuelle, professeur Njoya. Absolument. Moi, je crois que nous avons dit tout à l'heure que non seulement il était un pédagogue, mais c'est quelqu'un d'une très grande humilité. Et l'humilité suppose qu'on dise également, véritablement, ce qu'on pense. Vous savez, le lien entre l'économique et le politique a été longuement débattu par les politistes qui n'établissaient pas une corrélation directe entre la démocratisation et le progrès économique. Mais on s'est rendu compte que la démocratie dans la plupart du pays est très connectée au développement économique. Et bien évidemment, lorsqu'on parle de libéralisation, il s'agit à la fois de la libéralisation politique, mais également de la libéralisation économique. Les deux sont intrinsèquement liés. Et le président de la République, évidemment, sait que c'est une dimension éminemment importante, n'est-ce pas, qui pourrait, dans une certaine mesure, appeler les Camerounais à s'interroger, effectivement, sur ce que peut être une société démocratique sans les moyens de subsistance. Mais voilà, le président parlait il y a 15 ans. Il y a 15 ans, en 2010, nous sommes en 2025. Oui. Dans cet espace, cet intervalle, beaucoup de choses se sont écoulées. Sous le pont, beaucoup de choses se sont passées. Il y a eu des programmes économiques qui ont été lancés malgré la conjoncture internationale qui impacte le niveau de vie des Camerounais au plan intérieur. Est-ce qu'on peut évoquer ce qui a été fait dans ce sens pour que ventre affamé ait quelques oreilles attentives? Professeur Ondoa. Ventre affamé, évidemment, beaucoup de choses ont été faites. Et dans un contexte qui est extrêmement difficile. Parce que beaucoup ne disent pas toujours quelle est la réalité. La réalité du Cameroun, c'est un État, c'est ce que ça s'appelle pays pauvre très endetté. Et lorsqu'on est le dirigeant d'un pays pauvre très endetté,
alors que par la même occasion, tout le monde pense que c'est un pays riche, évidemment, les jugements peuvent paraître extrêmement difficiles. Mais ce qui est certain, c'est que le Cameroun de 1982 n'est pas celui de 2025. L'évolution dans tous les domaines, je dis bien dans tous les domaines, que ce soit l'agriculture, le commerce, les routes, l'électricité. Certaines personnes peuvent penser que cette électricité ou cette, cette électricité et les routes, il n'y en a pas suffisamment. Certains peuvent le penser, mais ce qui a été fait par rapport aux moyens disponibles est très bon. Aux constitutionnalistes, le professeur Magloire Ondoa, ce débat sur les prérequis d'une élection présidentielle au Cameroun peut être complété par les dispositions constitutionnelles. Alors ce débat n'est-il pas superfétatoire en l'état actuel des choses? Ben écoutez, c'est un faux débat. C'est un débat qui a été alimenté par la volonté de certaines personnes, soit de se positionner, soit de se faire voir. En clair, il y a dans ce débat la volonté de se mettre en évidence, de se vendre, si on peut parler comme ça. Parce qu'en réalité, en ce qui concerne les textes, il n'y a aucun débat. Je dis bien aucun débat. Les choses sont d'une clarté telle que parfois on se demande ce que disent certains là-bas. Parce que ça devient du mensonge médiatique. Les textes sont clairs. Le code électoral, si on laisse les dispositions générales, mais ici, on dit, vous pouvez être candidat dans deux hypothèses. Soit vous êtes présenté par je dis bien un parti, et ça c'est important, par un parti, soit vous êtes candidat indépendant, et alors dans ce cas-là, vous devez avoir 30 signatures, je veux dire 300 signatures, à raison de 30 par région, dans des fonctions, ainsi de suite. Et le texte continue en disant, pour ceux des partis qui n'ont pas de représentants à l'Assemblée nationale ou au Sénat ou encore dans les conseils régionaux, vous devez remplir les mêmes conditions que le candidat indépendant. Alors, dites-moi, d'où vient le débat? Les choses sont tellement claires que c'est simplement une volonté de se mettre en évidence ou de ne pas dire la vérité ou de tromper le peuple qui peut amener là. Surtout que certains sont allés jusqu'à aller invoquer l'article 15 alinéa 3. Mais que dit-il cet article? Cet article 15 alinéa 3 dit tout simplement que le mandat impératif est nul. Voilà ce que dit l'article 15 alinéa 3. Et qu'est-ce que vous en dites? Mais je vais vous dire une chose. D'abord, quel est le lien avec l'article 121 du Code électoral? Il n'y a aucun lien. Parce que quand on dit que le mandat impératif est nul, c'est une formule utilisée pour consacrer l'indépendance des députés par rapport à leur parti. C'est pour consacrer leur liberté, leur indépendance et leur affectation tout simplement au respect de la nation. Professeur Njoya, je vous vois trépider d'impatience. Alors, le professeur Ondoa dit que c'est un débat sans objet,
Absolument. C'est votre opinion, votre position aussi. Objectivement, je ne saurais contredire le maître. Et, Les arguments pour le soutenir, nous sommes tout oreilles. Je dois dire tout simplement que ce débat, au devant de la scène, au devant de la scène, est une reconstruction d'une réalité qui est visiblement objective. Et cette construction fonctionne, évidemment, sous la forme des anticipations rationnelles par rapport à un objectif. Et vous savez, la vie politique est essentiellement une vie émotionnelle. Et les émotions sont faciles à manipuler. C'est pour cette raison, évidemment, qu'ils introduisent dans les débats la question du mandat impératif, la question de l'inclusivité, l'élection présidentielle, la question de la crise anglophone, évidemment, parce que ce sont des thématiques qui exercent sur l'opinion publique, n'est-ce pas, une force sensorielle évidente. Alors, nous sommes là dans un exercice d'oracle, de Delphes, peut-être, où des gens construisent des catastrophismes, ils construisent des chaos, n'est-ce pas, pour justifier au cas où, évidemment, et leur stratégie étant de faire advenir cela, de faire advenir le chaos. Mais seulement ils sont pris au piège, n'est-ce pas, de l'incohérence de leur discours. Quand j'ai dit je ne vais pas aux élections législatives de 2020 et que le moment venu à l'élection présidentielle, j'ai dit que je peux y aller, même sans représentant dans les différentes assemblées prévues. Eh bien, M. Jean Retana, je crois que la meilleure définition de la mauvaise foi, c'est dire quelque chose et son contraire à la fois. Est-ce que, madame, monsieur, vous partagez l'avis de ces observateurs qui voient en ces manœuvres préélectorales un stratagème, voire un guet-apens qui préparerait à autre chose qu'à l'élection présidentielle attendue? Professeur Ondoa. Bien sûr, mais je voudrais d'abord souligner une chose. Beaucoup se disent juristes. Parce que le droit, c'est comme la philosophie. Il y a des diplômés en philosophie, mais très peu de philosophes. Parce que derrière le droit, il y a, je vais vous le dire, il y a une technique. Le droit, c'est une technique. C'est une science. Alors, lorsque certaines dispositions sont prises en matière scientifique, et surtout dans une certaine cohérence, les attaquer dans les médias relève tout simplement d'une manœuvre de préparation de quelque chose caché. Et cette chose cachée, tout le monde la connaît. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ils veulent éviter les 300 signatures. Voilà le fondement de tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première chose qui justifie tout ce qu'on fait, n'est-ce pas, dans le faux, c'est pour éviter les 300 signatures, parce que l'article, l'article 121, alinéa 2, dit que si vous n'avez pas de représentants à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les conseils régionaux, vous devez également présenter, votre parti peut vous présenter, vous investir, mais vous devez également avoir 300 signatures de certaines autorités. Le problème fondamental est d'abord là.
Parce qu'avoir les 300 signatures à raison de 30 par région, parce que le texte est clair, à raison de 30 par région. Professeur Njoya, c'est difficile de réunir 300 signatures? Je crois que pour eux, c'est bien difficile. C'est pourquoi, évidemment, ils ont mis en place un stratagème pour éviter les élections. Ils veulent éviter les élections. Mais je dois revenir sur l'article 121, sous le contrôle du professeur Ondoa. Mon impression est que c'est des dispositions très inclusives, ça n'exclut personne. Et c'est des dispositions qui donnent une identité aux partis politiques. Puisque la Constitution dit les partis et les formations politiques concourent à l'expression du suffrage. Bien qu'un parti politique soit une association privée, il a une identité constitutionnelle bien connue. Qu'aujourd'hui, on nous parle de défaut d'inclusivité me semble tout à fait étonnant. Parce que, comme le disait le professeur Ondoa tout à l'heure, vous pouvez être présenté par un parti politique qui a des représentants dans ses assemblées, mais également, il y a une ouverture. Il y a une ouverture. Vous pouvez être également... vous pouvez également vous présenter sous la houlette d'un parti en remplissant les conditions des signatures prévues, n'est-ce pas, dans l'article 121. Moi, je crois que c'est tout ce qu'ils font, en fait. Ce n'est pas seulement un stratagème, vous êtes des spécialistes de la communication. C'est une sorte de prédiction créatrice. Je puis dire, vous connaissez l'exercice de cadrage, le framing, n'est-ce pas, et l'agenda setting. Ils fonctionnent un peu comme les spécialistes de la communication, qui font le cadrage d'un événement, et malheureusement, ils le font en le manipulant l'événement. Donc je crois qu'il y a un stratagème derrière tout cela. Et puis, par rapport au mandat impératif, je dois dire que quand on parle de mandat impératif, il s'agit de la liberté de l'élu dans l'exercice de son droit de vote au sein d'une assemblée politique qui est l'Assemblée nationale ou bien le Sénat. Cela veut dire qu'il y a un périmètre d'exercice, n'est-ce pas, de cette impérativité du mandat. Au-delà de ce périmètre, toutes les transactions, les tractations auxquelles vous pouvez vous adonner, n'est-ce pas, en migrant d'une formation politique à l'autre, n'entrent pas dans ce périmètre. Cela veut dire que l'élu a quand même une identité, parce que il décide au nom de la nation, mais il a une identité. Et puisque un parti politique a concouru à l'expression d'un suffrage en sa faveur. Et je crois que cette identité, excusez-moi cette métaphore, est consignée dans le coffre-fort du parti qui vous a aidé, n'est-ce pas, à être élu. Okay. Pour gérer ce genre de situation, il y en a qui organisent les élections, d'autres qui gèrent le contentieux électoral. Ça peut être le contentieux préélectoral dans le cas d'espèces. Alors jusqu'où pensez-vous que ce débat sur le juridisme puisse prospérer? Mais je vais vous dire, il y a honnêtement, Oui. juridiquement, scientifiquement, il n'y a pas de débat. Il n'y a que des bavards qui peuvent parler. Alors, ils ont la liberté de parler. J'insiste là-dessus. D'abord parce que vient faire l'article 15 alinéa 3 dans une question relative à la candidature présidentielle? Alors que, comme était souligné tout à l'heure, comme le soulignait tout à l'heure le professeur Njoya, le mandat impératif, c'est un mode de fonctionnement qui est défini pour des élus. Absolument. Alors que l'article 121 du Code électoral parle de la candidature.
Alors, il y a quand même une différence entre l'élu et la candidature. Alors, le fait d'invoquer l'article 15, alinéa 3, mais c'est même ignorer l'ensemble. D'abord, il y a l'article 6, alinéa 6, qui dit que le code électoral, bref, je résume, sera fait par une loi. L'article 6 de la Constitution. De la Constitution. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a eu le pouvoir constituant à déléguer le pouvoir d'établir un code électoral à la loi. Par conséquent, il n'est plus possible de parler d'une éventuelle inconstitutionnalité. Surtout que cet article ne donne aucune limite. Si cet article avait dit, bon, le code électoral va être fait par une loi avec ceci, avec cela, encore qu'on aurait pu parler de ça. Mais le pouvoir constituant, à travers cet article 6, alinéa 6, a donné la liberté la plus totale à la loi. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a, en matière de juridique, il y a ce qu'on appelle, pour regarder le problème de la constitutionnalité, il y a ce qu'on appelle l'identité d'objet. Vous parlez de choses, pour qu'on vous compare, il faut que vous soyez comparable. Hein? Pour qu'on vous mette dans un même cercle, il faut que vous soyez proche de cela. Je le disais tout à l'heure, le code électoral parle des candidats, les autres parlent de l'élu, mais ils partent le chercher pour signifier, parce que c'est ça le message caché. Ils cachent le message selon lequel l'article 121 est inconstitutionnel. Et c'est alors que je leur dis non. Il y a l'article 6, il y a le problème de l'identité d'objet, ce n'est pas identique. Et en plus, est-ce qu'un citoyen a le droit de refuser d'appliquer une loi parce qu'il estime qu'elle est inconstitutionnelle? Ce n'est pas possible, puisque les mécanismes de déclaration de la constitutionnalité d'un texte sont clairs. Vous vous rappelez, professeur Ndoa, que les mêmes citoyens avaient par le passé quand même demandé que soit révisée la loi électorale. Oui, mais ils ont demandé. Est-ce que ça a été fait? Hein? Parce que lorsqu'on demande de réviser, on doit engager une procédure. Absolument. Parce qu'à l'heure actuelle, la constitutionnalité ne peut être déclarée, en tout cas en ce qui concerne le code électoral, que par le juge constitutionnel. Et il faut une procédure pour arriver devant le juge constitutionnel. Alors, au lieu de se battre pour cette procédure-là, ils commencent à raconter qu'ils vont être candidats à cause de l'article 15, alinéa 3. Comment peut-on appliquer et comment peut-on le dire alors que l'on sait très bien que dans tous les cas, il faudra démontrer l'inconstitutionnalité de l'article 121. Alors, vous comprenez pourquoi c'est un faux débat? Qui cache bien des choses. Qui cache d'ailleurs, non, je préfère ne pas parler de ça. Hein? Peut-être allons-nous y revenir. Interrogation sur l'agenda caché de certains protagonistes politiques au Cameroun, fiction ou réalité. Ça va se savoir dans la toute prochaine séquence de Face à la République. Je viens d'y greffer un appel au sacrifice suprême en prenant comparaison avec un pays ami du Cameroun, le Sénégal, où vous savez, l'année dernière, il y a eu des manifestations avec 50 morts sur le carreau. Est-ce là que les Camerounais doivent attendre de la démocratie? Professeur Ndoa. Oh, je crois que on peut déjà dire que certains leaders politiques ont déjà
un répertoire d'actions de violence. Et que ça ne commence pas aujourd'hui avec ces mots d'ordre. Nous nous souvenons fraîchement, n'est-ce pas, des saccages des ambassades, de l'ambassade de Cameroun, n'est-ce pas, où la photo du chef de l'État a été enlevée. Mais on a vu, évidemment, la photo d'un homme politique se balader, n'est-ce pas, dans le coin. Donc je dis, ils ont déjà un répertoire d'actions de violence constituée. Mais lorsque l'on pousse cette violence jusqu'à la banalisation de la mort, on se pose bien des questions sur leur statut d'homme politique. Est-ce que j'ai suivi 2 ou 3 interventions de cette nature? On va tous mourir et les survivants feront le reste. Vraiment, c'est assez cursif pour un homme politique. Ou bien tirer le parallèle entre un pays ami, le Sénégal, sur les 50 victimes, et dire qu'il n'y en avait que 50 et que le régime a changé. Comment est-ce qu'on peut pousser le vice jusqu'à ce niveau en tenant un discours particulièrement mortifère? Moi, je crois que le chef de l'État était suffisamment clair. Il faut inculquer aux Camerounais le respect de l'État, de ses lois. Il faut leur inculquer la vertu de la tolérance et le respect d'autrui. Je crois qu'un homme politique responsable devrait pouvoir s'inspirer de ces exhortations du chef de l'État. Un autre greffage que je voudrais évoquer, présidentielle inclusive et incitation au tripatouillage des lois de la République, les lois que le peuple s'est données pour la satisfaction d'un seul. Les élections ne sont pas suffisamment inclusives au Cameroun? C'est pour ça que je vous ai dit que le débat est faux. Tout cela rentre dans la même logique. C'est de la calomnie. Ce sont des choses dont il ne faut même pas parler. C'est de la calomnie. Et puis, ce qui s'est passé là, ce dont parlait monsieur le professeur Njoya tout à l'heure, c'est très grave. C'est une infraction pénale. C'est une infraction pénale qui s'appelle l'appel à l'insurrection. Parce que lorsque dans un discours, l'on fait croire que perdre 50 personnes, ce n'est rien, et on incite même un peuple à le faire, c'est très grave. Je pense que le contexte pour en parler n'est pas celui-ci. Mais on doit quand même remarquer qu'il s'agit de l'appel à l'insurrection qui est réprimé par la loi. Pas seulement par la loi, mais par des conventions internationales. Des conventions internationales. Alors vous comprenez que nous ne sommes plus dans la politique. Il faut en prendre acte. Il faut en prendre acte. Et maintenant, tout le reste dépend de ceux qui sont en haut. Parce que dans l'histoire, l'histoire de ce pays, il est difficile de comprendre la raison pour laquelle l'on peut inciter le peuple camerounais, en prenant l'exemple du Sénégal, à aller dans la rue, malgré les risques. Donc, appel à l'insurrection, tout simplement, on le constate et on se tait. Un autre parallélisme. Yes, particularly. Yes. Yes. Can you tell us these elections are coming, and we still have. What is the situation like? First of all, can you just lay the ground, and if the elections will be will take place without any problems as previously? You know, the excerpt of the speech that was read at the very beginning portrays clearly that by the time President Biya was coming to power, became president of the country, our literacy rate was just 3%. By the time I was making that speech,
it was much more than getting to 90. So you can understand that today, it should be getting to 100 plus. Which means Cameroonians are very literate. Cameroonians understand what is going on. You cannot deceive them again, or even deceive the second time, as I say. In the Northwest and the Southwest region, yes, there have been some security concerns since 2017, 2018. But as of today, with the system that the president put in place, he told those guys that you don't need guns to express your opinion. But in any case, since you carry guns, drop your guns, join the rehabilitation centers, and you'll be reinserted to the society. Many have joined. Because you know, in war, when it comes to, when you have seen blood, I'm not a specialist in military strategy, but when you have seen blood, it is always good to go to a rehabilitation center to get those